Avec ses vieux villages de pêcheurs adossés à l'Atlantique et ses petites villes typiques de Nouvelle-Angleterre perdues au milieu des forêts, le Massachusetts a su préserver son charme historique. À son état, toute sa vie durant, l'écrivain Henry David Thoreau aurait été profondément attaché. Poète, naturaliste et l'un des tout premiers philosophes américains, Thoreau fait figure aujourd'hui de grand-père de l'écologie moderne et premier apôtre de la désobéissance civile et de la décroissance. À la croisée du roman, de l'autobiographie et du journal naturaliste, son ouvrage majeur, Walden ou La vie dans les bois, est considéré comme une œuvre phare de la littérature américaine. Réflexion sur la place de l'homme dans la nature et ses besoins fondamentaux, critique du mode de vie occidental, les échos des écrits de Thoreau n'ont jamais été autant d'actualité. Vivre fut la profession de ce penseur libre, s'émerveiller sa raison d'être, écrire sa façon de se révolter ou de témoigner. Au nord-ouest de Boston, à une petite trentaine de kilomètres en voiture, Concord est une bourgade paisible plantée de maisons de bois et de briques, typiques du style colonial de Nouvelle-Angleterre. Berceau de la Révolution américaine, la petite ville cultive son héritage historique. Concord, Massachusetts, est une ville qui aujourd'hui incarne le rêve américain. Les gens viennent ici pour l'histoire. Ils viennent parce que c'est là qu'a démarré la guerre d'indépendance. Tout a commencé à Concorde. C'est ici que l'Amérique est née militairement, intellectuellement, mais aussi d'un point de vue littéraire. De sa naissance en 1817 à sa mort en 1862, Thoreau va passer toute sa vie à Concorde. Aux yeux de ses contemporains, Thoreau est un original, contemplatif et anticonformiste. De son vivant, la ville comptait environ 2000 habitants. Il a exploré chaque champ, chaque étang, chaque bois, chaque verger. Il connaissait le moindre centimètre carré de cette ville. Il a fait ça toute sa vie. Il marchait 4 à 5 heures par jour, juste pour explorer et observer. Il faut être perdu. Il faut avoir perdu le monde pour se trouver soi-même. J'ai la nostalgie d'une de ces vieilles routes sinueuses et inhabitées qui mènent hors des villes. Une route qui mène aux confins de la terre, où l'esprit est libre. Pour lui, Concorde était un microcosme du monde entier. Il disait « Pourquoi voudrais-je voir la Tamise ou les autres rivières? J'ai la rivière de Concorde. Pourquoi voudrais-je aller voir les Alpes? J'ai la colline de Pocatessa, juste à la sortie de la ville. » Écologiquement, émotionnellement, spirituellement, Concorde représentait pour lui pas simplement les États-Unis, mais le monde entier. Thoreau a écrit sur des idéaux universels et intemporels. Il disait « Ne soyez pas juste bon, soyez bon pour quelque chose. Ok, vous pouvez être bon, mais en quoi êtes-vous bon au juste ?» Et c'est à ça qu'il essayait de répondre. « En quoi suis-je bon ?» Pour trouver une réponse à cette question, en 1845, Thoreau choisit de se déplacer au bord du monde et se retire dans les bois, près de l'étang de Walden, à moins de 3 km de sa ville natale. L'étang de Walden est aujourd'hui une réserve d'État. Il est géré par l'État du Massachusetts et il est ouvert au public. Les gens viennent nager ici, faire du bateau ou pêcher. C'est aussi un endroit pour se ressourcer. Les bois, l'étang, c'est très calme et reposant. Ça en fait un endroit où les gens viennent se recentrer sur eux-mêmes quand ils sentent que le monde les enserre. Refusant l'industrialisation massive que connaît l'Amérique d'alors, les carcans d'une société trop rigoriste, et pour ne faire plus qu'un avec la nature, Thoreau se construit une modeste cabane. Commence alors
une retraite de 2 ans, 2 mois et 2 jours dont il tirera son livre majeur, aujourd'hui considéré comme un des ouvrages fondateurs de l'écologie, Walden ou la vie dans les bois. Je pense qu'aujourd'hui, une grande partie des gens se voient comme séparés de la nature, différents de la nature. Mais Thoreau ne faisait qu'un avec la nature. Il était l'égal des arbres, des oiseaux et des animaux. Et dans cette immersion dans la nature, il y avait une dimension spirituelle. Il croyait que Dieu avait créé ce monde magnifique, que tout autour de nous était miraculeux. Et que si l'on souhaitait rendre grâce au Créateur, le remercier pour tout ce qu'il avait créé, on devait être dans la nature. Je gagnais les bois parce que je voulais vivre suivant mûre réflexion, n'affronter que les actes essentiels de la vie et voir si je pourrais apprendre ce qu'elle avait à enseigner pour ne pas, quand je viendrais à mourir, découvrir que je n'avais pas vécu. Au fil des pages, Thoreau consigne son quotidien, son émerveillement du théâtre du monde et les réflexions philosophiques. Pour moi, Walden n'est pas tant un livre sur comment vivre dans les bois qu'un manuel de vie. Comment mener votre vie par rapport à votre famille et vos amis, par rapport à votre communauté, votre État, votre gouvernement, votre Église, le reste du monde. Comment traverser ce monde si difficile tout en restant fidèle à vous-même et sans causer de mal au reste du monde. Thoreau questionnait l'industrialisation de la société et ce qu'elle dictait sur comment vous deviez mener votre vie. Et il a décidé de réfléchir à ce qui était important pour lui. Un homme est riche de tout ce dont il peut se passer, écrit Thoreau. Walden ou l'art de la sobriété et de la simplicité volontaire dont Thoreau tire cette leçon. Il est concevable, et même essentiel, que tous les hommes parviennent à leur pleine dignité d'êtres humains sans se couper de leurs racines, ni oublier leur place naturelle sur la terre. Les gens viennent ici avec ce sentiment que Thoreau a offert quelque chose de vraiment très spécial, que personne n'avait offert auparavant. Les scientifiques aujourd'hui montrent qu'il est absolument nécessaire que les gens aillent marcher en forêt ou au bord de l'eau pour être au contact de la nature. Cela nous aide non seulement psychologiquement, mais aussi physiologiquement. Je ne suis pas sûr que Thoreau était conscient de ça, mais il se rendait compte des bienfaits d'être immergé dans le monde naturel. Ma citation préférée de Thoreau est « Si je ne suis pas moi, qui peut l'être ?» C'est si simple cette idée qu'on est tous uniques. À sa publication en 1854, Walden ne connaît qu'un succès d'estime. Ce n'est qu'à partir du milieu du XXe siècle qu'il est redécouvert. On compte aujourd'hui plus de 200 traductions de ce manifeste du retour à la nature et de la conscience environnementale. Toute sa vie durant, il va chercher à retrouver le pays sauvage, la terre des origines des pères fondateurs de l'Amérique. Sa frontière à lui ne se trouve pas à l'ouest du pays, mais à 2 heures de route à l'est de Concorde, sur la péninsule de Cape Cod. Cape Cod est vraiment un environnement unique. Parce que c'est une très fine bande de terre qui s'étire dans l'océan sur plus de 60 km. Il n'y a rien de comparable sur la côte Est et nulle part ailleurs. Les plages côté océan qui s'étendent sur près de 60 km, les marais, les estuaires, ces magnifiques dunes à perte de vue. C'est presque comme un désert au milieu de l'océan. Classé au patrimoine national, le littoral de Cape Cod est très similaire à ce qu'il était il y a 150 ou 200 ans, à l'époque de Henry David Thoreau. Il n'y a rien d'autre ici, juste vous et les éléments. Vous venez ici et il n'y a personne autour. Thoreau découvre Cape Cod en 1849.
Cette péninsule sauvage, dont plusieurs fois il va faire le tour à pied, est un choc. Le littoral est pour Thoreau l'étroite frontière symbolique entre la vie et la mort. Au fil de ses promenades, cette tension existentielle le hante. Les mains sur son gouvernail intérieur, il cherche une unité entre une approche naturaliste sur tribord et poésie sous le vent. Les brisants ressemblaient à une masse d'un millier de chevaux sauvages de Neptune, qui se précipitaient vers le rivage avec leurs crinières blanches, ruisselant loin derrière eux. Et quand, enfin, le soleil brillait un instant, leurs crinières se teintaient d'arc-en-ciel. C'était presque comme une méditation. Et l'endroit le fascinait, non seulement pour sa flore et sa faune, mais aussi pour d'autres raisons, comme les gens qui vivaient ici, les ostréiculteurs de Wellfleet, les pilleurs d'épaves sur les plages, ou les gens de Provincetown qu'il a rencontrés. Il était fasciné par ce qui lui apparaissait comme une culture complètement différente. Je rencontrai l'un de ces pilleurs d'épaves, un homme commun de Cape Cod avec qui nous avons parlé, avec un visage blanchi et défiguré par les intempéries. C'était comme une vieille voile dotée de vie, une falaise suspendue de chair défraîchie par les intempéries. Condensé des notes qu'il consigne dans son journal, son livre Cape Cod est la chronique de Thoreau, naufragé du monde, au seuil de la plage. C'est assez juste de le décrire comme une sorte de grand-père ou de parrain des écrivains naturalistes, de l'écologie ou de la préservation de l'environnement. Il a ouvert les yeux d'un bon nombre de personnes. Les gens me demandent souvent ce que Henry David Thoreau aurait pensé du monde aujourd'hui. Il était déjà dépité par l'état du monde à son époque. Vous imaginez ce qu'il pourrait dire aujourd'hui? À n'en pas douter, il serait effaré par la direction que prend notre monde. Mais en venant ici, on réalise l'importance de se préoccuper de ces choses-là. Depuis Cape Cod, Thoreau met une partie de l'Amérique derrière lui. Toute son œuvre nous invite à joindre le geste à la parole. On peut créer un mode de vie respectueux de la nature, simple à la fois poétique, esthétique, et qui arrive à une forme de bonheur. Plus que jamais, il nous faut écouter les leçons de cet arpenteur de la nature.